On retrouve nos invités, nos chers invités pour la suite de votre émission. Le coach Esoko Amivia Clesson est là. Madame Dado Nora Noviekou est également là. Avant d'aller à Harare au Zimbabwe pour parler du président qui appelle à des élections apaisées dans ce pays. Nous restons toujours au pays des hommes. Intègre le fédéralisme une solution. En tout cas, cela a été évoqué par l'actuel Premier ministre, le Premier ministre de la Transition, Apollinaire Joachim de Tembela. Madame, on vous retrouve. Le fédéralisme, peut-être, vu le développement du coach, on n'a pas besoin de cela pour résoudre nos problèmes sécuritaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui et non. Et c'est plus intéressant. Oui et non, parce que à la base, je pense qu'aujourd'hui, déjà avec la CEDEAO, l'initiative d'Accra, il y a assez, je dirais, il y a assez d'éléments de base qui permettent aux pays, aux États membres de la CEDEAO, donc les États de l'Afrique de l'Ouest, de pouvoir s'accorder et intervenir en termes de coopération, je dirais, sud-sud. Alors aujourd'hui, avec l'initiative d'Accra, normalement, la question des groupes extrémistes, donc le phénomène extrémiste, normalement, doit trouver solution via l'initiative d'Accra, qui est justement mise en place par les chefs d'État de Ghana, Togo, Bénin, Burkina et Côte d'Ivoire, qui est mis justement en place pour déjà, dans une logique d'anticipation, avoir tout ce qui se passe au niveau... Il n'y a pas le Mali, un pays secoué par le terrorisme. Voilà, au départ, il n'y a pas le Mali, mais aujourd'hui, ils se sont alliés à l'initiative d'Accra. Ils se sont alliés. Aujourd'hui, ils sont plus 4, ils sont maintenant, je crois, 7 pays, dont le Mali et le Niger, si ma mémoire est bonne. Donc, ils se sont finalement ralliés à ce processus, en sachant que la question doit être vue de façon holistique et de façon globale. On ne peut pas gérer la question de l'extrémisme violent juste vue du côté Sahel et puis vue du côté des pays côtiers. En fait, on est tous, je dirais, embarqués dans cette histoire et c'est ensemble qu'on doit pouvoir s'entraider pour pouvoir trouver des solutions idoines. Et donc, l'initiative d'Accra, comme je le disais, en réalité est un mécanisme mis en place pour pouvoir être une solution pour ce problème de façon spécifique. Donc, a priori, les bases sont là, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la volonté de tous les États. Parce que quand on dit qu'en fait, qu'il faut mettre les moyens ensemble et financer cette initiative par les fonds propres des États, combien de pays ont justement mis les moyens qu'il faut? Aujourd'hui, chacun gère de façon, je dirais, sectorielle ou bien de façon, comment on va dire ça? En tout cas, chaque pays veut gérer à sa manière. Même si on a l'initiative d'Accra, on voit qu'en fait, il y a des manquements qui sont là. Donc, a priori, si on reprend l'initiative d'Accra dans sa forme, je dirais, originelle, et si on y met la volonté, a priori, oui, on peut venir à bout de ce phénomène-là. Ça veut dire qu'en réalité, oui, le fédéralisme n'est pas pour l'instant l'urgence parce qu'il y a déjà un cadre qui est là qui permet de régler le problème. Et donc il faut plutôt consolider les acquis et travailler à ce qu'on ait des résultats concrets. Alors je disais oui et non parce que dans une logique, je dirais, dans une démarche de perspective, oui, on peut se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Alors, j'ai bien suivi le développement du frère et je comprends qu'il y a des blocages. Alors, justement, dans la logique du fédéralisme, on se dit, on est maintenant plutôt un en réalité, même si chaque État a un minimum d'autonomie. Mais c'est parce que les gens ne se retrouvent pas, Mali, je dis Mali, Burkina, Togo, Ghana, chacun se dit, on n'est pas concerné par, il n'y a rien qui nous lie en réalité. Alors qu'en fait, dans la logique de l'État fédéral, en fait, on est ensemble. Donc c'est peut-être dans ça que je peux dire, mais pourquoi pas? Mais c'est clair que s'il y a priorisé, l'urgence maintenant c'est de renforcer l'initiative d'Accra et peut-être oui, dans une démarche perspective, penser ça à l'État fédéral après. Parce que s'il faut y penser maintenant, c'est clair que c'est de l'énergie, ça va prendre du temps alors que les groupes extrémistes sont en train d'avancer. Déjà, il y a eu des situations, comment on dit ça, très graves au nord du pays, où nous avons encore malheureusement perdu des forces de défense et de sécurité contre des gens qu'on ne connaît pas, parce que finalement, ils
ils revendiquent même pas, on ne sait même pas finalement quel groupe est en train de faire quoi. On sait juste qu'on a une pluralité de groupes extrémistes qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Malheureusement, dans ce contexte, ils n'arrivent même pas à le dire. Donc, on a plutôt à gagner en mettant l'énergie ensemble pour renforcer l'initiative d'Accra et penser au fédéralisme après. Ça serait moi mon point de vue. Un dernier regard sur le fédéralisme et on passe à Harare. J'ai apprécié la conclusion de madame. Parce que le problème sécuritaire du Sahel ou la sécurité au Sahel n'est pas causé que par des extrémistes violents. Il y a aussi les rebelles, il y a la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de nos présidents et avec des mandats allongés, prolongés, qui font que les gens sont mécontents aussi. Donc pour régler ce problème, il faut, comme je le dis, il faut aller à la base. Nos présidents aussi doivent être honnêtes et sérieux pour voir si je fais mon mandat, je dois partir. Et comme les gens ne sont pas frustrés, il y aura plus de problèmes. Et maintenant, on saura si il n'y a que les extrémistes violents ou bien le djihadisme à combattre. Maintenant, actuellement, quand vous allez dans le Sahel, il y a les rebelles, il y a comment dire, les terroristes. Il y a un peu de tout. Les extrémistes religieux. Donc les trois catégories de personnes ne réclament pas la même chose. Le vient de le dire. Normalement, il y a des gens qui disent qu'il veut venir jusqu'à la côte. Je dis que c'est déjà faux aussi. Il ne peut pas venir parce que depuis que Boko Haram est au Nigeria, Boko Haram n'est pas encore venu à Lagos pour faire ça. Donc on n'est pas aussi lassif pour comment dire, pour eux, pour les laisser passer ainsi. Donc on ne sait pas qui fait quoi actuellement parmi ces groupes. Parce que le Togo n'est pas, il n'y a pas de rebelles au Togo. Pourquoi on dit que ce sont nos rebelles qui font ça? Maintenant, les rebelles d'un autre pays vont nous attaquer. Ça aussi, c'est improbable. Donc, on doit arriver à détecter ceux-là, ce sont les extrémistes violents. Parce qu'on sait que c'est les groupes religieux qui veulent faire quoi à la charia qu'on sort. Ou ceux-là sont des rebelles parce qu'ils sont mécontents par la gestion du pays. Ou ceux-là sont des terroristes. Là, on sait que eux, leur credo ou leur mission, c'est de tuer seulement. Donc, ils n'ont pas une mission précise, c'est tuer. Donc là, comment s'en prend avec eux, on saura. Actuellement, il y a une sorte de fourre-tout. Donc, nos présidents aussi, qui ont rendu les gens mécontents, le savent. On ne peut pas tout mélanger. C'est pourquoi je dis que l'initiative d'Accra a connu un petit essai, juste parce que ce sont les présidents qui ont fait au-delà de 2 mandats ou qui sont dans leur deuxième mandat, qui cherchent à faire un 3e mandat, qui sont là. Et que la population les voit d'un mauvais œil en pensant que ceux-là ne peuvent pas faire le pas régler le problème. Donc il faudrait aussi qu'on fasse une sorte d'honnêteté politique pour que au moins si on pourrait régler ne serait que le problème de mandat, pour que quand on donne des décisions, la population puisse épouser et s'approprier de cela. Je pense qu'on peut, comme elle le dit, d'une manière ou d'une autre, un jour abonder vers le fédéralisme avec les problèmes sécuritaires déjà résolus. Allez, on passe à Harare, au Zimbabwe, l'empire du milieu. La Chine a financé et construit l'imposant et spacieux bâtiment de 6 étages du Parlement d'une valeur de 200 millions de dollars à Harare, environ 18 km à l'ouest de la capitale, bien sûr. Dans son adresse, Emerson Mnangagwa, le président de la République, est revenu sur les enjeux des prochaines élections et des échéances électorales et a appelé tous ses concurrents à faire tout pour préserver la calmie qui règne dans le pays. Les acteurs politiques qui cherchent à obtenir le mandat du peuple lors des élections générales prochaines de 2023 doivent maintenir et conserver la paix, l'unité, l'harmonie et l'amour actuel que nous avons construit. Ce sont les propos du président de la République. D'abord, l'opposition en face, il y a quoi actuellement au Burkina Faso? Vous allez dire Burkina Faso, au Zimbabwe. Alors, merci. Zimbabwe, d'abord, je veux revenir un peu sur les propos du président. C'est des propos assez intéressants, mais au même moment qui m'amènent à me questionner en me disant, est-ce que ces propos seront... est-ce qu'il s'est approprié ces propos? Est-ce que son parti, on va le dire comme ça, parce que quand je vois un peu comment aujourd'hui, après le départ de Mugabe, tout ce qu'il y a, on a l'impression que c'est pire. Pour la succession. Voilà, on a l'impression que c'est pire. On a l'impression que avant Mugabe était, en fait, avant Emerson était mieux. En fait, ça fait réfléchir, parce que aujourd'hui, beaucoup de la classe de l'opposition, justement, sont
je dirais entre guillemets, sont pris à partie, sont un peu, ils sont pas libres en fait, en tout cas, de fonctionner comme cela se doit. Et donc ces propos, a priori, je me dis, c'est d'abord à eux qui sont là, au niveau du parti au pouvoir du Zimbabwe, de pouvoir d'abord l'appliquer. Et si vous voulez la paix, ben, commencez vous-même d'abord à adopter les attitudes de paix. On va pas continuer à vouloir mettre la faute sur les autres, alors qu'en réalité, on est parfois soi-même le problème. Et donc, ça m'inquiète un peu, ce discours qui est assez si beau, mais qui, je crois, dans les faits, n'a rien à voir avec la réalité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a en face? Ben, on a une opposition qui, c'est clair, va pas vouloir se laisser aussi faire, mais je me dis, est-ce qu'ils auront la chance de pouvoir aller plus loin en voyant comment le pays est aujourd'hui gouverné, en voyant toute la peur qu'il y a autour de la gouvernance? Est-ce qu'ils auront la main, en fait, est-ce qu'ils auront l'opportunité de se présenter librement et de pouvoir aussi mobiliser leurs militants pour les prochaines échéances électorales sans être inquiétés, autant de questionnements. Et donc, pour moi, je vois là au Zimbabwe une probable crise prochaine si ces propos ne sont pas véritablement matérialisés. Alors, coach Sokwamivi à Klesso, après la mort de Morgan Tsvangirai, l'opposant historique à Robert Mugabe, on a plus vu Nelson Chamisa, qui est le président de la coalition des citoyens pour le changement 3C. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il a été interdit de manifester, de tout faire. Mais est-ce qu'il pèse aujourd'hui, quand on voit l'opposition en face, l'opposition dans son ensemble pèse? Est-ce que Nelson Chamisa pèse? Oui et non. Parce que je pense que c'est en février, on a arrêté ces suspects sous prétexte qu'ils violentaient ou ils mettaient les violences sur l'opposition. Donc si on reconnaît cela, on ne peut que violenter, on peut violenter que celui qui te dérange, ou on ne peut menacer que celui qui te dérange. Donc le pouvoir est titillé par l'opposition, c'est pourquoi ils ont fait ce genre de choses. Maintenant, au moment où l'opposition se tire les balles dans les pattes, et moi je me dis que ce n'est pas de bon augure, parce que très souvent, en Afrique, plutôt, je ne veux pas dire les Africains, on n'apprend pas de nos erreurs. Et c'est ici, Robert Mugabe a retiré les terres des Blancs pour donner à sa population qui n'arrivait même pas à les exploiter. L'opposition est sortie pour le dénoncer, pour patati patata et quoi. Tout le monde a dit que Robert Mugabe est mauvais. Mais Robert Mugabe est parti. Rien n'a changé. C'est là où je pense qu'il faudrait même qu'on réfléchisse souvent pour ne pas vendre un jour le voleur pour payer le sorcier. Celui qui a pris le pouvoir aujourd'hui est du parti de Robert Mugabe aussi. Donc c'est le régime qui continue. Oui, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Même d'abord, si c'est le parti de Mugabe qui est là, chaque dirigeant, chaque leader qui prend un parti politique a sa vision ou sa vision. Donc il ne marche pas dans la droite ligne de Mugabe, mais il a aussi son député, il doit s'imposer, il doit écrire son histoire. Donc il fait ce qu'il veut, que ce soit de bêtises ou de bonnes choses, il est venu pour un but, il doit le faire. Même si dès à présent, jusque ce qu'il fait, c'est pas bien, il doit quand même faire ce qu'il fait. Moi, je ne le juge pas par rapport au parti dans lequel il était avec Mugabe. Regardons l'Afrique du Sud. Il y a les gens qui étaient là avec Nelson Mandela. Quand il est parti, ils n'ont pas fait, mais je pense que Azuma, ou comment on l'appelle, a été accusé de corruption, qu'on soit la même viol sur des mineurs, qu'on soit là. Mais est-ce que c'est ce que Mandela avait fait? Non. Même Mandela aussi, quand on vérifie, est-ce qu'il y a Malala ou bien Malawa qui dit qu'il a vendu l'Afrique du Sud au nom des intérêts, tout ça là. Donc c'est pour dire que personne ne sait de ces droits, mais il faudrait faire le minimum. Quand ils sont venus, il faut rétablir les choses, le béaba du droit de la population. Mais les Zimbabwéens, ils sont allés même condamner un chantier chinois. C'est comme s'il n'y a pas... La construction du parc. Il n'y a pas des ingénieurs, des BTP
là-bas pour le faire. On peut comprendre, le pays vit une crise depuis quelques années. Quelle que soit la crise qu'on vit. Ils ont appelé les Occidentaux à lever les sanctions qui pèsent sur le pays. C'est parce qu'ils ont voulu utiliser leur propre monnaie et que les Blancs ont braqué les menaces. Avec de faire. Le Sidi Ghana utilise aussi, non. Même ce que je voudrais dire en mettant en exergue cela, c'est que la Chine même, pour construire son barrage à 3 gorges, a fait appel aux Allemands et aux Américains. Maintenant, nous, pour construire, on fait appel aux Chinois. C'est que je me demande, si les Chinois l'ont construit, pourquoi eux-mêmes ne font pas faire? C'est pour dire que l'opposition même ne travaille pas bien. Sinon, je pense qu'il y a dans la constitution, dans les constitutions africaines, où les marchés étatiques ou les marchés nationaux, on doit pour le donner à quelqu'un, il y a le consentement de l'opposition et du parti au pouvoir. Mais moi, le désordre qui règne au Zimbabwe depuis 5 ans, moi je me dis que est-ce que l'opposition existe encore si ce n'est que ceux qui sont là pour conforter la place du pouvoir, la place des gens du pouvoir. Maintenant, je pense que la déclaration même qu'on vient de faire apporte en elle-même les germes des problèmes les germes futurs des élections de 2023. Vous voulez dire que le président Emmerson Mnangagwa a senti le problème? Il n'a pas senti, il est en train de déclarer qu'il y a un problème. Donc, s'il a un pouvoir et qu'il y a un problème, qu'il le résolve. Ouais. Très souvent, ce n'est pas l'opposition ou les membres de l'opposition qui créent le problème. Le président Ford l'a fait ici en disant qu'il y a une minorité qui vole l'argent, sauf que la minorité là, ce n'est pas de l'opposition, mais de la mouvance. Il suffit de taper sur la table pour résoudre le problème. Est-ce que jusqu'à présent, on ne nous a pas annoncé qu'il y a un pléthore de gens qu'on a arrêté parce qu'ils ont pris l'argent du pays? Mais c'est une sorte de communication, une politique de communication que les gouvernants ont tendance à faire. Il a annoncé ça, c'est pour dire que je justifie 2023 quand on va bâchonner, enfermer les gens. J'ai déjà dit qu'il y aura ça. Donc c'est ça, ça voudrait dire. Donc la population doit être circonspecte dans ce genre de choses. Et l'opposition, si elle est honnête, doit déjà commencer par voir, s'il y a des problèmes, nous devons éviter au maximum les affrontements pour que les autres ne disent pas que c'est nous qui les faisons. C'est pour dire que au Zimbabwe, il y a toutes sortes de cacophonie du désordre qui règne. Et je ne sais pas pourquoi ni l'Union africaine, ni la communauté de l'Afrique australe n'interviennent pas pour régler ça. Parce qu'il faudrait au moins taper sur la table. Je ne sais pas si c'est une force de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il faut, mais on doit régler le problème une bonne fois. Vous voyez, si c'est les Blancs qui étaient intervenus là-bas, 2 ou 3 fois, on allait entendre le calme de pluie. Mais comme on crie chaque fois, qu'ils nous pillent, qu'ils nous volent, même, il y a un adage... Ce n'est pas une réalité. Il y a un adage africain qui dit que même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court plus vite. Au moment où celui qu'on déteste pose de bons actes, il faut qu'on reconnaisse aussi qu'il pose de bons actes. Actuellement, qui sont ceux qui nous ont appris qu'à l'école, quand tu vois ceci, ça s'appelle François, ça s'appelle, c'est les Blancs. Mais pour travailler avec eux, il faudrait qu'on fasse les choses de façon consensuelle et non pas violente. Je ne dis pas que je fais l'apologie des Blancs, mais il faudrait qu'on aille sur autre dimension pour que les gens ne nous ridiculisent pas chaque fois. Alors, madame, vous avez essayé de toucher un peu cela. Quel sera l'impact aujourd'hui des propos du président de la République zimbabwéenne Emmerson Mnangagwa? Alors, moi, j'aime bien généralement prendre les gens au mot. Je dirais que le président a souhaité pour ces prochaines élections qu'il y ait la paix et invite tous les acteurs politiques et civils du Zimbabwe à œuvrer pour la paix. Et là, je dis, c'est sûr que ça doit commencer par lui-même d'abord. Alors, si d'aventure son parti et lui-même font le contraire, je crois qu'il est simple. Il faut que le peuple zimbabwéen puisse le prendre tout simplement au mot en lui rappelant ce que lui-même a dit. Déjà, je commence par là. Ensuite, je me dis, aujourd'hui, je crois qu'il serait intéressant quand même que la classe politique du Zimbabwe dans son ensemble, que ce soit de l'opposition du pouvoir, du parti au pouvoir, puisse quand même s'asseoir et encore discuter. Généralement, on a l'impression que les dialogues politiques n'apportent rien, mais je pense le contraire parce que, quoi qu'il en soit, les dialogues politiques apportent un plus. Parce que ça permet quand même de temporiser, de ramener un peu les esprits au frais et de discuter de façon plus civilisée. Sans quoi, qu'est-ce qui va se passer? C'est la violence qui va s'en suivre et généralement c'est la personne qui a plus la force
qui naturellement impose une manière de faire, et sinon impose en fait sa force. Et finalement, il y a quoi? Il y a des tueries, il y a des exilés, et ça recommence. Et le jour où l'autre vient au pouvoir, au lieu de gérer, il a d'abord tendance à faire de la vengeance ou à régler ses comptes aux adversaires passés, et finalement on laisse de côté le développement et on met l'énergie en fait sur, je dirais, des questions qui en réalité pouvaient trouver solution si seulement si on discutait de façon intelligente, de façon plus citoyenne, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on l'oublie aussi souvent. Pourquoi en fait on veut brûler à un fauteuil présidentiel? Pourquoi on veut être acteur politique? Parce qu'en réalité, les acteurs politiques, la mission c'est quoi? C'est de construire la cité. Alors si votre mission ne peut pas être de construire la cité, en fait vous n'avez rien à faire en tant qu'acteur politique. En fait vous n'avez pas votre place dans la classe politique. Maintenant, si finalement cette idée de construction collective et collaborative de la classe politique, en fait de la cité ou du peuple, devient en fait un champ de bataille ou un champ de guerre entre les fils et les filles d'un même pays, et en perdant du temps pour le développement et en perdant du temps pour le peuple, là c'est grave. Et donc je me dis, il y a forcément besoin, déjà avec tout ce qui se passe au Zimbabwe, là ils ont libéré récemment je crois 14 opposants. C'est une manière de dire, bon ok, on veut quand même réduire un peu la tension, ramener un peu le calme, mais... Ils sont surtout ici de la coalition des citoyens pour le changement, le parti de Nelson Chamisa. Voilà, donc il faudrait que cet esprit de vouloir construire la cité soit vraiment sur une base de vérité, sur une base d'honnêteté, mais pas juste en semblant. Parce que si c'est un semblant, c'est clair, il y aura encore une prochaine crise au Zimbabwe. Mais comme on le sait d'habitude, c'est le peuple malheureusement qui va encore payer le lourd tribut, parce qu'en réalité, ces acteurs généralement quoi, ils sont bien à l'aise, ils ont les moyens qu'il faut, mais c'est le peuple malheureusement qui va encore sortir dans la rue, il y aura ceux qui seront tués, il y aura ceux qui seront arrêtés, et ça recommence. Alors qu'en fait, en ce moment, d'autres pays sont en train de faire vraiment du développement et même de penser au-delà du développement de leur pays. Donc l'Afrique, en réalité, doit encore une fois tirer leçon des erreurs passées des autres pays et de leur propre pays pour pouvoir s'améliorer. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de vouloir avancer. C'est ça qui est très dommage pour tout ça. Alors, plusieurs acteurs du parti de l'opposant Nelson Chamisa sont derrière le barreau. Avant ce scrutin très attendu, madame l'a dit tout à l'heure, certains sont libérés. Il va falloir que le président Emmerson Mnangagwa fasse encore plus. Comme elle a dit, moi je ne veux pas que ça soit une sorte de poudre aux yeux, juste pour que l'élection passe et après on va encore enfermer les gens. Je pense même que lors des élections 2020, je pense que c'est présidentiel au Togo, moi j'ai dirigé le passage des présidents des partis politiques sur les médias, on a organisé quelque chose à Mandarome, et lui avait fait une déclaration qui m'a plu, il dit que si lui, il est président, qu'il n'y aurait pas de prisonniers politiques. Que soit on enferme la personne parce qu'elle a commis un crime, soit on ne la ferme pas parce qu'elle n'en a pas commis. Mais prenez... Les politiques disent toujours cela. Non, c'est que... dit cela en 2010, si je ne me trompe pas, d'autres présidents également. Heureusement qu'elle a dit qu'elle prend des gens au mot. Moi, je préfère qu'on donne la charge à la personne pour faire ça parce qu'il y a des livres dorés qu'ils ont signés, le livre doré qu'ils ont signé, et on va le prendre au mot. C'est pour dire que normalement, je comprends très mal le fait qu'on enferme les membres de l'opposition. Parce que la politique veut dire l'art de gérer la cité. Et la démocratie, l'art de mieux gérer la cité. Donc, si vous ne faites pas bien, c'est normal que les gens en parlent. Du moins, ça vous réveille à faire mieux. Maintenant, quand vous les enfermez juste parce qu'ils vous disent comment vous gérez, c'est pas bien, c'est normal. Maintenant, de l'autre côté aussi, je suis contre les discours violents, puisque la Constitution même dit que les discours violents sont punis. Maintenant, si vous voulez enfermer un politique parce que la personne a fait un discours violent, alors là, dites clairement que c'est à cause de son discours violent et qu'il n'y ait pas de casquette politique pour enfermer des gens quand ils commettent des crimes. Maintenant, malheureusement, c'est que
on entend les adversaires qui les dénoncent sur le plan politique et on trouve un alibi, parce que je n'ai pas ces preuves, pour dire qu'il a commis un crime ou que ce soit un délit, et puis on l'a fait pour cela. Et vous voyez, bizarrement, même au Togo, j'ai entendu la dernière fois qu'on a libéré des prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il n'y a pas les prisonniers politiques non plus. C'est pour dire que si ce sont des fils pour construire la cité, je ne pense pas qu'en enfermant ceux qui veulent construire la cité, on va trouver des ouvriers aguerris ou bien des ingénieurs aguerris. Donc, il faudrait que le président Zimbabwe évite ou libère totalement les gens et évite de le faire. Parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas de la politique. Je pense que, moi, je me dis qu'il y a quelque chose dans notre tête où il y a un problème avec nous. Vous observez les Américains, vous ne verrez pas qu'on enferme les opposants comme ça. Même Donald Trump est en France. Ouais. La France, par exemple, avec Marine Le Pen. Je dis que les Blancs ont compris la portée et le poids de l'institution. La présidence, c'est une institution. L'opposition, c'est une institution. Ils ont compris le sens. Donc, ils n'en font pas comme ça sous le coup de la colère. Mais c'est ça qui se passe chez nous. L'Afrique doit être le premier continent qui a fait plus les opposants au monde que n'importe les autres. C'est qu'il y a la dictature qu'on sort la nazie, mais je pense qu'on doit voler la vedette. En Amérique latine également. Oui, mais vous voyez, donc il faut copier le bon chez celui qui le fait. Mais je me dis que qu'est-ce qui se passe, et chaque fois il faut enfermer des gens. Moi, le président Zimbabwe, moi je ne l'aime pas dans mon cœur parce que je n'aime pas ce désordre et je n'aime pas les discours bien policés pour les circonstances. Non, vous voyez, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, nos leaders politiques ont de bons discours et de bons discours circonstanciés, et après cela, il ne faut rien. Donc, je fustige ce président, je le déclare même. Vous voulez plus le voir qui libère tout le monde pour que tout le monde puisse participer. Le droit de vote, c'est chez les Américains, vous pouvez comprendre. Les gens sont morts pour que les gens puissent exprimer leur droit de vote et les gens exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Maintenant, quand vous l'imprimez de cela, c'est le pays, vous tuez la mémoire du pays. Comment on a connu dans certains pays dont je vais taire le nom, où des gens ont été des ingénieurs en énergie solaire, mais à cause de la politique, ils ont développé ça dans d'autres pays et pas chez eux. Des gens ont des compétences, mais on ne les permet pas de mettre le pays. Vous voyez, donc c'est ça, je dis que à cause de politique, il y a des cités, il y a des endroits où il peut avoir les centrales thermiques pour ne pas être dans l'obscurité, mais à cause de politique, on a écarté ces gens, où des gens là ont laissé ces projets. Moi, j'ai appris même qu'il y en a qui ont même appris comment bombarder les nuages pour qu'il pleuve en saison de pluie, en saison sèche plutôt, mais ça a eu lieu. Mais ces compétences pouvaient se développer sur le pays de ce dernier, dans le pays de ce dernier. Le pays d'origine. C'est ce que je dis. Donc, il faudrait qu'on arrive un jour à éviter d'emprisonner les opposants. Mais il faudrait aussi que les opposants évitent de faire des discours violents. Pour dire cassons les choses, puisque moi je ne suis pas dans ce schéma. Je ne peux pas dire que je veux construire mon pays en détruisant, vandalisant ce qui existe déjà. Ça, non. Mais si on doit enfermer la personne, disons clairement qu'à cause de ces crimes et délits, on t'enferme et qu'on soit elle, non, qu'on dit qu'on enferme les gens parce que politiquement c'était pas mon ami ou tout ça. Moi, c'est ça. Donc le président zimbabwéen n'a qu'à se ressaisir et pouvoir. Est-ce que le pays n'irait pas mieux s'il libère tout le monde? Le pays n'irait pas mieux si lui-même, son parti qui commet la plupart des bévues, des violences, s'abstient de le faire? Et c'est comme ça, ça peut se construire. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve après. Coach Eso Kwamivia Clessor et Madame Dado Nora Noviekou.